Salut à tous, c'est Nico. Ce 4e épisode va parler des méthodes de recrutement et de propagande par les mouvements d'extrême droite. Quels moyens est-ce qu'utilisent les militants pour faire venir vers eux des gens qui ne sont pas forcément politisés, des gens qui sont issus de parcours parfois très divers. Avant la suprématie de l'internet, il y avait la lecture, il y avait le cinéma, la radio, ainsi que les organisations de jeunesse pour embrigader les masses. Mussolini était un grand admirateur du cinéma, qu'il décrivait comme l'arme la plus forte pour la propagande. Goebbels, quant à lui, considérait la radio comme l'instrument le plus moderne et le plus important d'influence de masse. Au fur et à mesure que les régimes d'extrême droite disparaissaient en Europe et que leur réputation était ternie aux yeux de l'opinion publique, la presse, la radio et le cinéma sont devenus des médiums inaccessibles à ces mouvements politiques. Les livres circulaient toujours. David Duke, qui était le chef du KKK dans les années 70, a éveillé ses idées racialistes en lisant Carlton Putnam et d'autres auteurs suprémacistes. En France, Alain de Benoît et Guillaume Fay ont donné corps à ce qu'on appelle la Nouvelle Droite, qui est le courant politique qui a inspiré une grande partie de l'extrême droite moderne. Pour moi, il y a deux penseurs dans ce monde qu'on qualifie d'extrême droite. Pour moi, il y a de Benoît et Buisson. Pour toi, le progrès, c'est pas une mauvaise chose en soi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même ce qui caractérise les Européens blancs. À partir de la fin des années 70, le monde de la musique va devenir un des principaux canaux de diffusion pour la propagande, à travers le punk rock et ses dérivés. Screwdriver, Skullhead, No Remorse en Angleterre, Evil Skins en France, toute une scène musicale néo-nazie commence à émerger. Christian Piccolini et Philipp Schlaffer racontent que l'influence de la scène musicale a été décisive. Ça leur a donné l'impression d'être validés, d'appartenir à un groupe puissant. Just like meeting up with 500 or 1,000 people, just like Sieg Heiling in the concert, and that sort of gives you a feeling you're ultra strong, just shouting at this music, you think you're unbeatable. Être en communion avec plusieurs centaines de personnes dans une ambiance électrique, c'est un peu comme participer à une manifestation politique. Piccolini et Schlaffer ont été approchés par des bandes de rue à une époque où les gangs néo-nazis étaient en pleine expansion, dans les années 80 et 90. En France, c'était l'époque des bagarres de skinheads devant Châtelet, des ratonnades ultra-violentes dans le 93, quand Serge Ayoub frappait ses adversaires à coups de batte de baseball à Jussieu, William Deligny qui terrorisait Paris. Ce dernier dit que quand il était adolescent, il a été attiré en partie par la musique et l'esthétique punk, par le groupe Screwdriver notamment. Résident de la cité de la Capsulerie à Bagnolet, il est entré très tôt dans la délinquance et la violence. Donc lorsque les premiers skinheads parisiens feront leur apparition, ce sera pour lui la suite logique de son parcours. J'ai vu un gars comme ça, il marchait comme un tueur, quoi, et les gens avaient vraiment peur, il avait vraiment une sale gueule. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai vu au Puce de Londres. Je me suis trouvé fasciné de nouveau. Il y avait toute une bande de dégénérés, de skins dégénérés, vraiment hyper violents qui venaient le chercher. Et tout ça, ça m'a vraiment propulsé. Et je me suis mis en fond de moi-même à désirer devenir un skinhead, quoi. De ses propres mots, ce qu'il cherchait c'était d'être craint et respecté, ainsi que de trouver une famille par compensation. Il fera partie du groupe de musique Evil Skins, puis abandonnera totalement le néonazisme pour se tourner vers la religion et devenir un militant contre la radicalisation. Les gangs de rue et les concerts ont perdu de leur importance avec l'émergence des réseaux sociaux. Cependant, il recrute toujours activement un noyau dur de militants. Il se sert parfois des hooligans, c'est-à-dire les supporters violents, notamment dans le milieu du football, pour établir des passerelles avec l'extrême droite. En France, Serge Ayoub a fait partie des Cops of Boulogne dans les années 80 et a tenté de s'en servir comme une vitrine de recrutement. Certains des supporters parisiens s'illustrent par des chants racistes et des lynchages. C'est Marc de Cacré-Valmeunier qui prendra la relève de Serge Ayoub en 2018 pour faire le lien entre hooliganisme et extrême droite avec son groupe Les Zouaves Paris. Ça, c'est les milieux dissidents et anti-système. Mais il existe aussi des filières de recrutement dans des milieux officiels. Il y a une présence néo-nazie avérée dans la majorité des armées et des polices européennes. On découvre par exemple que des fonctionnaires de la Direction générale de la police d'Essen en Allemagne se partageaient des photos d'Adolf Hitler et des photomontages de policiers en train de tirer sur des noirs. On apprend que des dizaines de membres de la Bundeswehr et de la police de Mecklembourg-Poméranie occidentale ont préparé des attentats terroristes dans un groupuscule intitulé Nordkreuz. On apprend que 11 militaires belges ont fait partie de la cellule terroriste Blut, Bodem et Remtrouw, qui veut dire sang, sol, honneur et loyauté. Cette cellule préparait des attentats pour déstabiliser la Belgique et la faire basculer dans une guerre civile. Du côté est de l'Europe, on ne présente plus les milices néo-nazis dans les rangs des armées ukrainiennes et russes, Wagner, Ossitch, Azov. Le recrutement peut se faire à travers d'environnements aussi divers que le milieu associatif, le syndicalisme, le scoutisme, le milieu religieux. Mais il existe un terrain qui est bien plus efficace parce qu'il est international et qu'il est décentralisé. C'est le médium avec lequel je me suis radicalisé.
Celui où Dylan Roof, Anders Breivik, Brenton Tarrant et bien d'autres ont mûri leurs idées, c'est l'Internet. La propagande Internet a à la fois un rôle de transmission et d'innovation. On vulgarise les ouvrages et la pensée de Charles Maurras, Carl Schmitt, Julius Evola, un public qui n'a pas toujours l'habitude de lire des bouquins philosophiques ou politiques. Personnellement, j'avais jamais lu un seul bouquin des grands penseurs de l'extrême droite quand j'étais dans le mouvement. Le seul avec qui j'étais familier, c'était Renaud Camus, et c'était au travers de ses tweets et de ses interviews, et pas de ses livres. Par contre, je reprenais sans le savoir des mots comme ethnomasochisme, inventé par Guillaume Fay. Je reprenais le concept de déclin de l'Occident, revendiqué par Oswald Spengler, ainsi que l'opposition des peuples amis-ennemis dans la politique, développée par Carl Schmitt. Avec l'Internet, on peut se familiariser avec les théories raciales de Jared Taylor, par l'intermédiaire d'utilisateurs de 4chan ou du 1825. On peut lire des articles en anglais sur l'immigration, qui sont écrits par un blogueur norvégien. On peut redécouvrir des écrits de Julius Evola sur le site internet du parti Obdoré en Grèce. Mais Internet est aussi un milieu de création. Il y a des vidéastes, des blogueurs, des tiktokers, des streamers, des influenceurs qui produisent du contenu. Certains avaient déjà une réputation littéraire avant de s'approprier ce médium, comme par exemple Jared Taylor et Renaud Camus, qui publient maintenant beaucoup de contenu sur des blogs et des réseaux sociaux. D'autres sont nés avec l'outil Internet. Ils sont plus ou moins cultivés, plus ou moins subtils dans leur contenu. Ils peuvent le faire par l'humour, par le dessin, la musique, les interviews, les conférences en ligne, les revues littéraires. Parfois en copiant le format des médias officiels, ou au contraire en se revendiquant de la contre-culture. Dylan Roof s'est radicalisé par la lecture d'articles sur des sites comme le Council of Conservative Citizens, sur lequel publie Jared Taylor. Anders Breivik était un commentateur régulier du forum néo-nazi Stormfront. Brenton Tarrant avait une admiration pour les mèmes publiés sur Iron March et les boards inspirés par 4chan. Tous les trois ont commis des attentats qu'ils ont justifiés par un manifeste, dans lequel ils expriment des idées qu'ils ont découvertes et mûries sur Internet. Cependant, le militantisme 2.0 ne produit pas que des terroristes. La violence peut s'exprimer par l'intimidation, le chantage, les menaces de mort, le swatting, le doxing. Par exemple, un type sur Internet qui appelle la police d'intervention chez vous, en prétextant que vous menacez votre femme avec un fusil, parce que vous êtes un des juges qui enquête sur le rôle de Donald Trump dans le dossier des émeutes du Capitole. Le plus répandu reste le harcèlement en ligne. Je vais revenir en 2014. La controverse du Gamergate secoue le monde du jeu vidéo. Des journalistes et des médias de presse spécialisés sont accusés de favoritisme envers certains jeux indépendants. L'attention se focalise en particulier sur des jeux développés par des militantes ou des militants féministes. Certains joueurs qui avaient déjà des a priori négatifs contre le féminisme, qui serait selon eux une intrusion dans leur espace réservé, y voient une atteinte à la méritocratie et à l'esprit gaming qui serait menacé par des journalistes corrompus et des activistes. Au même moment fleurissent sur YouTube des quantités de vidéos qui attaquent les militants progressistes, qui sont qualifiés de Social Justice Warriors. Ceux qui étaient les plus impliqués dans le Gamergate ont ainsi pu découvrir les discours de Milo Yiannopoulos, des vidéastes de l'alt-right anglophone et toute une galaxie d'influenceurs en guerre contre le féminisme. Ceux qui ont été les plus radicalisés par cette propagande ont mené des campagnes de harcèlement contre des militants progressistes, qui sont allés jusqu'aux menaces de mort et aux menaces d'attentats terroristes, parfois à dévoiler l'adresse personnelle de certains militants pour les intimider. Pour ma part, j'ai évolué avec les vidéos d'Alain Soral, puis f2souche.com, puis le Daily Stormer, puis avec les comptes Twitter de Renaud Camus et d'autres militants, puis du contenu que j'ai vu sur le forum 1825 et sur 4chan. J'y ai appris que les valeurs traditionnelles étaient menacées par une élite cosmopolite, que le véritable racisme était dirigé contre les Français blancs, qu'un tsunami démographique d'immigrés musulmans et africains menaçait la culture française, que le darwinisme social était une réalité à assumer, que la compassion était un trait de caractère féminin, et qu'un vrai homme doit être prêt à combattre, à écraser ses concurrents et à poursuivre ses objectifs par tous les moyens nécessaires. Je passais mon temps à insulter et à rabaisser d'autres gens, souvent des droitards comme moi, ainsi qu'à minimiser ou à excuser des actes de violence quand ils étaient commis par des identitaires, des suprémacistes ou des néo-nazis. Je trouvais la plupart des militants trop mous et trop timorés dans leurs revendications par rapport au discours qu'ils mettaient en place, sur l'effondrement de la société, la guerre civile, le péril migratoire, etc. Ce qui m'a fait m'orienter vers des idées de plus en plus radicales. Je me suis renseigné sur les nationalistes serbes pendant les guerres des Balkans, j'ai lu le manifeste d'Anders Breivik. J'ai été sur une pente de plus en plus glissante et prêt à cautionner des actions de plus en plus violentes, de plus en plus extrêmes, jusqu'au jour où j'ai été convaincu que j'allais droit dans le mur et qu'un changement était nécessaire. Comment s'est fait ce changement? Eh bien, c'est ce que je vais raconter dans le prochain épisode, qui sera centré sur la question « Comment on peut sortir de l'extrême droite ?» C'est la fin de ce 4e épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. De mon côté, je vous souhaite une très bonne journée, ainsi qu'une très bonne année 2024, et je vous dis à plus.